Bonjour à toutes et tous et merci d'être à nouveau présent pour cette cinquième rencontre de notre communauté de pratique sur les approches orientées changement. Donc, petit rappel, en fait, cette communauté de pratique est ouverte à toutes celles et ceux qui sont intéressés par les approches orientées changement, qui les ont testées ou pas, qui souhaitent peut-être les mettre en œuvre, en tout cas, qui aimeraient avoir des retours de témoins qui, eux, effectivement, dedans et pourront nous partager vraiment leur vécu et leur expérience des approches orientées changement. Euh, peut-être la slide après, Paul, s'il te plaît. Encore. Voilà, encore. Les objectifs encore, du coup, de cette communauté de pratique, peut-être pour celles qui viennent pour la première fois. Donc, a pour objectif de promouvoir, du coup, les AOC auprès des acteurs et actrices de la solidarité internationale, de proposer une première porte d'entrée sur les AOC aux acteurs qui sont intéressés par la démarche et, bien sûr, de croiser cette approche avec d'autres méthodes de planification ou de mesure des effets de l'action. Alors voilà, donc vous pouvez effectivement d'ores et déjà voir que nous avons plusieurs rencontres de prévues, de programmées, que nous avons commencé ce cycle en 2023 et nous avons une dernière rencontre, en tout cas pour ce premier cycle, le 22 mai prochain 2025 et qui traitera la question des approches orientées changement et des autres démarches d'analyse de l'action. Quelle complémentarité? Donc, vous pouvez déjà bloquer la date dans vos agendas si vous êtes disponible déjà. Et donc, comme vous pouvez voir, nous avons déjà pu traiter pas mal de sujets, notamment les AOC avec le cadre logique, les AOC la gestion de projet, les AOC la redevabilité, les AOC les enjeux territoriaux et les AOC avec l'approche au genre. Et aujourd'hui, alors peut-être précision, chacune de ces rencontres du coup a toujours lieu à la même heure, même créneau, même modalité à distance, donc 10h30, 12h30. On s'arrange pour que ce soit normalement tous les jeudis. Donc normalement ça doit être à peu près ces dates-là. Donc on essaie d'avoir un petit rituel. Et puis sachez que nous mettons à votre disposition après chaque session un replay sur notre chaîne YouTube. Donc si vous n'avez pas pu participer, vous pouvez regarder la rencontre à nouveau. Donc, vous pouvez la revoir et vous pouvez revoir les quatre rencontres aussi précédentes. Elles sont disponibles et accessibles aussi rapidement. Voilà. Alors, pour la cinquième édition aujourd'hui, nous évoquons la transmission d'une démarche approche orientée changement. Comment convaincre d'adopter les AOC au sein de son organisation, auprès de ses partenaires, ses équipes. Voilà, donc c'est un petit peu la question principale. Et nous allons partager les expériences en la matière donc de Gwepel Betokinon de Batik International, Olivier Gineste et Daniel Gillet des Maisons familiales rurales qui vont nous partager effectivement leur expérience sur cette question et nous reviendrons sur la problématique en tant que telle après un petit interlude présenté par Paul qui va revenir justement sur un rapide aperçu de ce que sont les approches orientées changement, encore une fois pour celles et ceux qui découvrent la démarche voilà, et qui souhaitent entrer dans le sujet de manière, on va dire, simple et légère. Voilà, Paul, je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous et toutes. Donc, je me présente, je m'appelle Paul Denis, je suis référent approche orientée changement et suivi évaluation au sein du F3E et j'ai le plaisir de co-animer cette activité de pratique avec Claire Honoré, ici présente. Donc, vous l'avez compris, hein, le but de cette communauté de pratique, c'est à la fois de mettre en lien des personnes qui peuvent déjà être expérimentées sur les enjeux liés aux approches orientées changement, mais aussi des personnes qui les découvrent. Donc, on tient toujours à avoir ce petit détour par qu'est-ce que sont les AOC. Et pour ce faire, je vous propose peut-être de commencer par vous laisser la parole. On sait par le biais du questionnaire d'inscription que plusieurs d'entre vous connaissent et pratiquent d'ores et déjà les approches orientées changement. Alors, on vous propose de nous communiquer quelques mots pour décrire les approches orientées changement et pour essayer de progresser, de cheminer vers une définition. Vous pouvez soit lever la main et prendre la parole directement avec votre micro, soit mettre quelques mots, quelques phrases dans le chat pour commencer de façon active. Et puis ce petit rappel, il va durer une dizaine de minutes. Pas d'inquiétude pour ceux qui connaissent déjà. On va aller après sur les témoignages comme annoncé par Claire juste après, juste avant. Allez-y, ne soyez pas timide, vous pouvez demander la parole et on a déjà quelqu'un qui se lance sur le chat, ce qui nous indique l'idée d'amélioration des pratiques.
On a deux nouveaux messages. On a un accompagnement accompagné des processus de changement. Et on a l'idée de diagnostic participatif. OK, ça nous fait déjà pas mal d'éléments. Alors, on a qui nous parle de donner un cadre de référence. Et on parle également, Lauriane qui nous avait parlé de diagnostic participatif, nous parle également de résistance. Karine, qui parlait d'accompagnement des processus de changement, ajoute sortir de la logique projet. OK, on a déjà plein de choses. Alors, je vous propose peut-être d'aller vers quelques éléments de définition. Alors, euh, ces éléments de définition, ils sont à repasser à leur juste place, hein. C'est la façon dont on les décrit au F3E, mais ça pourrait être, on pourrait discuter de beaucoup de ces termes, hein. C'est une tentative de définition. Les approches orientées changement, c'est un ensemble d'outils et de méthodes pour planifier, suivre et évaluer des actions dont le but est d'accompagner des processus de changement. On retrouve d'ailleurs cette idée d'accompagner les processus de changement qui avait été indiquée dans le chat. Au-delà de la méthodologie, elles invitent les acteurs et actrices impliqués à s'interroger sur leur vision d'un futur commun et sur leur position respective. Alors, on a un autre rapport sur le chat, une méthodologie qui parle de l'impact des projets. Alors, on a cette idée en tout cas de méthodologie, de méthode, un ensemble d'outils et de méthodes. Je vous propose qu'on s'attarde quelques secondes à chaque fois sur les différents éléments qui étaient marqués en gras dans la définition initiale et qui constituent, en tout cas, ces éléments de définition. Donc, un ensemble d'outils et de méthodes. Oui, parce que les approches orientées changement, on en parle bien au pluriel, en tout cas au F3E, c'est l'idée que on a une compilation, une somme, je sais pas, un pot pourri, un best-of d'un ensemble d'outils et de méthodes qui, pour certaines, sont préexistantes. Ce n'est pas une méthode donnée, figée, mais c'est plutôt un vivier ou un ensemble de méthodes qui partagent un même esprit, même philosophie. Par exemple, et je ne vais pas m'apesantir là-dessus, puisque le but c'est de donner une définition rapide, les approches orientées changement représentent dans un certain sens une hybridation, ou en tout cas sont en cousinage avec plein d'autres méthodes dont vous connaissez peut-être les noms, la théorie du changement, la cartographie des incidences, la technique du changement le plus significatif, ou encore la récolte des effets, outcome investing en anglais, qui sont autant de corpus méthodologiques avec lesquels les AOC sont en résonance. Et notre prochaine rencontre, d'ailleurs, du mois de mai, nous permettra probablement d'explorer un petit peu ces cousinages. Deuxième groupe de mots, planifier, suivre et évaluer des actions. Donc, cette idée de planifier, de suivre et d'évaluer. Les approches orientées changement, elles permettent à la fois de planifier, c'est-à-dire de dire ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on se projette. On va revenir sur cette notion de vision, comment on se projette dans l'avenir et comment on va mettre en œuvre des actions pour tendre vers cet avenir ou ce futur commun, mais elles permettent aussi d'analyser ce qui se passe. C'est-à-dire que vous allez le voir au travers des approches des changements, que ce soit la phase d'analyse du contexte des acteurs et actrices ou la dimension de suivi-évaluation, qui sont deux étapes des AOC, on va revenir sur leurs étapes juste après, eh bien, il y a cette idée d'analyser. Et vraiment, ce qui est intéressant peut-être dans les approches orientées changement par rapport à un cadre projet plus classique, où on est vraiment dans une gestion axée sur les résultats, un cadre logique où on va vraiment documenter la façon dont on compte mettre en œuvre l'action de façon très très précise. Les approches orientées changement ont un peu ces deux fonctions d'analyse tout au long de la mise en œuvre, et donc du coup une analyse adossée à une planification. On va revenir sur ces éléments-là. Troisième groupe de mots, accompagner des processus de changement. En fait, c'est là l'origine des approches orientées changement. Il s'agissait de faire face à des enjeux qui étaient ceux de projets dits immatériels, qui aspiraient davantage à engendrer ou en tout cas à contribuer à faire advenir des changements de comportement. Et donc, c'est cette idée d'aller documenter, s'interroger sur des processus de changement qui sont à l'œuvre et qui ne sont pas forcément des processus en dur. On vous mettait plusieurs exemples à l'écran, la dimension de renforcement de capacité, la dimension de gouvernance d'un territoire, les enjeux d'éducation à la citoyenneté, etc., sont autant de projets, on va dire, qui sont typiquement ceux qu'on peut mener avec une grande valeur ajoutée en approche orientée changement, même si, bien évidemment, ça n'empêche pas aussi de les déployer, ces approches orientées changement, sur tout type de projet. Euh, on disait tout à l'heure dans le chat, sortir de la logique projet ou du cadre projet.
je ferai une petite nuance où j'émettrai un petit bémol. Le but, c'est pas forcément de remplacer les outils de gestion de projet classiques comme le cadre logique, la gestion axée sur les résultats dont on a parlé brièvement juste avant, euh, qui peuvent être des outils très utiles, mais c'est bien de les compléter, de permettre de prendre de la hauteur, d'améliorer la qualité des actions, ce dont on a parlé également lors de notre bref échange sur le chat. Donc, l'idée, c'est bien d'articuler les deux plus que de remplacer l'un par l'autre. C'est que les approches orientées changement offrent une perspective différente sur les choses du cadre logique. Mais ça ne suppose pas nécessairement de jeter aux orties le cadre logique en tant que tel, d'autant que, pour un principe, on va dire, de réalité, bah, le cadre logique, on peut difficilement en sortir parce qu'il demeure quand même assez fortement plébiscité, notamment par les bailleurs. S'interroger sur la vision d'un futur commun et sur leurs positions respectives. L'idée, on va en reparler également, c'est une des idées forces des approches orientées changement, c'est de définir une vision à 10, 15 ans. C'est donc de s'interroger sur ce qui fait sens, de s'interroger sur des changements plus durables. Là où le cadre logique, par comparaison, va davantage être dans une planification sur 1, 2, 3 ans, en général 3 ans, les approches orientées changement proposent de donner un cap ou de tracer des chemins de changement qui s'inscrivent sur un beaucoup plus long terme. Et de fait, de venir avec une dimension que certains pourraient appeler plus politique, ou alors en tout cas avec une dimension de sens de plus long terme. Et puis, un deuxième élément important, c'est les acteurs s'interrogent sur leurs positions respectives, c'est que les approches orientées changement, elles placent au cœur de leur réflexion les acteurs et actrices. C'est-à-dire, acteurs et actrices, vous pouvez l'entendre comme un personne, individu, des groupes ou des communautés, ou même des organisations. Et l'idée, ça va être aussi de mieux prendre en compte les positionnements de chacun, chacune, les jeux d'acteurs et actrices, mais également éventuellement les phénomènes ou oui, les phénomènes de domination, de discrimination qui peuvent traverser des groupes sociaux. Et donc cette analyse en termes d'acteurs et actrices, elle est centrale dans les approches orientées changement. L'idée, c'est également que ça ne soit pas quelque chose qui est... Enfin, l'idée, c'est que les rôles respectifs des acteurs, leurs relations, etc., soit quelque chose qui fasse l'objet d'une discussion dans un cadre projet ou programme, que les personnes qui sont partenaires, les personnes concernées, etc., puissent contribuer à une explicitation collective des rôles de chaque acteur et actrice euh, afin de, on va dire, de passer du tacite à l'explicite et d'avoir une meilleure compréhension commune de ce qu'on fait, de ce qui nous anime, des éventuels phénomènes de blocage, etc. De fait, pour terminer sur cette présentation que je voulais brève et qui commence à s'éterniser, on distingue dans les AOC 5 grandes étapes qui peuvent être suivies dans un ordre linéaire, mais qui peuvent aussi être substituables les unes aux autres. Si je voulais présenter de façon linéaire, ce serait l'analyse du contexte et des acteurs-actrices, hein, faire cet état des rapports et des rapports entre les acteurs-actrices et surtout de la vision qu'en ont chacun des acteurs-actrices impliqués dans le processus. On a parlé de processus participatif hein, sur le chat tout à l'heure, c'est vrai que c'est évidemment participatif, les approches ont des changements. L'idée, c'est d'avoir cet échange, c'est d'avoir cette analyse en collectif. Donc, analyse du contexte et des acteurs, définition d'une vision collective, c'est cette fameuse vision à 10-15 ans que j'ai évoquée, qui va nous permettre ensuite quand même de redescendre sur Terre avec les chemins de changement qui vont être définis comme autant de grands défis intermédiaires à relever pour atteindre notre vision et une définition toujours en collectif d'actions et de stratégies qui vont permettre de relever ces grands défis. Et puis enfin, l'organisation du suivi évaluation, c'est donc comment est-ce que je vais pouvoir venir documenter la façon dont les choses changent, ne changent pas ou changent différemment de ce qui était prévu euh, à travers l'action que je déploie avec mes partenaires. Et donc cette idée également d'un suivi évaluation très participatif dans la contribution avec des éléments plus qualitatifs qui permettent aussi sans doute de saisir ces fameux changements de comportement, etc. dont je parlais tout à l'heure. Si on vous les présente en cercle, ces 5 étapes, c'est aussi avec l'idée que il est possible de commencer par faire du suivi évaluation, même si on n'a pas de vision, que ça peut avoir du sens d'analyser le contexte et les acteurs-actrices, même si on a déjà une vision, etc. Et puis vous dire, simplement pour terminer cette brève présentation des approches orientées changement, que ces démarches elles sont expérimentées maintenant depuis plus de 10 ans au sein du F3E
Elles ont d'abord été expérimentées au travers d'un programme qui s'appelle PRISM, qui a eu lieu en 2014-2018. Elles continuent à être explorées. Il y a eu plusieurs programmes. Vous en avez la liste à l'écran. Je ne vais pas insister. Elles poursuivent, d'ailleurs, les expérimentations vont se poursuivre là, avec un nouveau PAX 3 qui commencera du coup en 2025. Euh, Vous avez là des retours de participants, participantes à ces expérimentations. Vous dire simplement que ça j'insiste peut-être là-dessus, qu'au-delà de cette communauté de pratique, vous avez des espaces d'apprentissage et d'échange sur ces enjeux-là. Donc, si vous découvrez les approches orientées changement, sachez qu'à partir de mars, on a une formation en 100% distanciel qui est organisée au F3E et vous retrouverez, je vous mettrai les liens dans le chat, vous retrouverez toutes les informations sur le site du F3E pour cette formation d'une durée, je crois, d'environ 35 heures, mais échelonnée entre mars et juin en 100% distanciel. Et je vous ai mis des ressources, mais vous aurez la présentation sur la page de récapitulatif de cette communauté de pratique. Voilà, je laisse maintenant place au témoignage. Désolé, je vous ai fait l'article. J'espère que c'était à peu près clair. N'hésitez pas à envoyer des questions dans le chat afin que j'y réponde à l'écrit. Et maintenant, je laisse Claire reprendre le totem de parole. Merci beaucoup, Paul, pour cette présentation brève mais très explicite. Je vais te demander de revenir à la slide 6, hein. Je suis désolée pour la présentation des témoins et de la problématique. Il y a eu un petit couac dans l'organisation du PowerPoint. Je me suis un peu trompée. Du coup, comme je le disais tout à l'heure, nous avons le plaisir du coup d'accueillir trois témoins aujourd'hui qui représentent deux organisations qui ont expérimenté les approches orientées changement. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Gwepelbe Tokinon de Batik International. Donc certaines d'entre vous connaissent peut-être déjà Batik. Créé en 1998, Batik International entend développer avec ses partenaires donc le pouvoir de choisir et d'agir des personnes et des communautés vulnérables pour qu'elles deviennent des actrices de changement, capables de révéler leurs talents et de se construire un avenir meilleur. Les projets menés par l'association visent à répondre aux besoins des personnes fragilisées dans les domaines de l'accès aux droits économiques et sociaux, le domaine de l'insertion socio-économique, appui à la création d'activités, formation, la défense des droits des femmes et la lutte contre les violences, et enfin le renforcement de capacités. Donc, Batik International contribue à l'empowerment des populations vulnérables en Europe, en Asie du Sud-Est et sur la rive sud de la Méditerranée. Donc, Gweb, qui nous accompagne aujourd'hui, est ingénieure en agrodéveloppement de formation et elle a acquis des compétences dans la gestion de projets RSE et développement durable. Et en 2018, elle coordonnait le projet FUNU à l'antenne de Batik International d'Hanoï au Vietnam. Et elle nous parlera donc très spécifiquement de ce projet tout à l'heure. Et aujourd'hui, elle est responsable de programme au siège de l'organisation. Alors, du côté des maisons familiales rurales, nous accueillons Olivier Gineste et Daniel Gillet. Donc, les MFR sont nés en 1937. C'est un mouvement associatif ancré dans les territoires et dans le tissu social, économique et culturel. Et c'est un mouvement éducatif. Donc, les maisons familiales rurales proposent des formations par alternance par voie scolaire, donc sous contrat notamment avec le ministère de l'Agriculture ou par apprentissage. Le mouvement a su se développer avec succès dans de nombreux pays à travers le monde, en Afrique, en Asie, en Amérique latine. Et les fédérations départementales et régionales des MFR françaises développent aujourd'hui des actions de solidarité internationale avec d'autres unions nationales partenaires. Alors, Olivier Gineste est responsable développement Europe et territoire. Il a connu l'MFR lorsqu'il travaillait au Sénégal et sa confiance dans le pouvoir d'agir, pardon, il a connu les AOC, excusez-moi, lorsqu'il travaillait au Sénégal, et sa confiance dans le pouvoir d'agir des jeunes et dans la capacité d'innovation des territoires ruraux sous toutes les latitudes est restée intacte depuis cette époque. Daniel Gillet, quant à lui, est directeur régional de la Fédération des MFR du Grand Est et il a rejoint il y a peu l'Union nationale des MFR, des MFR, donc Union nationale des maisons familiales rurales d'éducation et d'orientation. Voilà. Alors, les approches orientées changement, alors là, c'est la slide d'après, donc pour notamment la problématique d'aujourd'hui, convaincre et transmettre les AOC. Donc, effectivement, comme le présentait Paul tout à l'heure, les approches orientées changement se mettent en place plutôt sur un temps long et demandent un certain investissement de la part des parties prenantes. Paul, est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît? Et du coup, comment présenter cette approche à ses collègues, équipes, partenaires sur le terrain sans les effrayer? Quel argumentaire, quels éléments de discours utiliser pour embarquer et impliquer les acteurs et actrices concernés? Et quels sont les leviers sur lesquels s'appuyer pour enclencher une dynamique participative? Alors, nous allons aborder du coup ces différents points avec nos témoins. Et tout d'abord, un premier axe de questionnement. Alors, avant de passer la parole à nos témoins, vous dire qu'effectivement, nous vous invitons à écouter les témoignages
en vous interrogeant, en vous disant qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce qui me questionne, qu'est-ce qui m'inspire. Entre chaque axe de questionnement, on va avoir des temps de questions-réponses, donc vous pourrez intervenir dans le chat et si vous souhaitez aussi prendre la parole à l'oral pour notamment demander peut-être des points d'éclaircissement, des éléments qui vous semblent importants aussi pour apporter à la discussion. Donc n'hésitez pas en tout cas à participer et à nous partager ce que cela vous évoque. Alors, premier axe de questionnement, déjà comment, au niveau d'abord, donc, je m'adresse d'abord donc à Olivier et à Daniel, comment au niveau national des maisons familiales rurales, vous avez commencé à vous intéresser aux approches orientées changement? Quel a été le démarrage? Comment vous êtes entré là-dedans, on va dire? Voilà. Du coup, je commence. Ouais, Alors, déjà, bon, bonjour tout le monde. Comme on est sur les approches orientées changement, je précise qu'on a changé de logo entre-temps. Le logo qu'il y avait tout à l'heure, c'est notre ancien logo, mais c'est pas grave. C'est le début des AOC. Nous, on est rentré dans les AOC. Enfin, en tout cas, ça coïncide au moment où je suis arrivé à l'Union entre 2012 et 2013. Et au F3E, vous aviez le groupe de travail changement qui posait les bases de tout ce qu'on vit jusqu'à aujourd'hui. Et effectivement, à cette époque, il n'y avait pas encore le fameux prisme dont vous venez de parler, le fameux premier programme qui nous a permis de travailler dans la durée sur ces questions-là. Et donc, c'était effectivement en lien avec les conventions de programme de l'Agence française de développement qu'on a rejoint ce cadre-là. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que moi, personnellement, pour avoir travaillé plusieurs années en Afrique de l'Ouest notamment, ça venait aussi formaliser et clarifier des années où j'essayais d'aller un petit peu plus loin que les cadres logiques, mais un peu dans mon coin. Et c'est vrai que de rencontrer ces personnes et d'être dans ces espaces, moi, ça m'a beaucoup aidé à avancer à l'époque. Donc, c'était une combinaison d'intérêts perso et de réponses avec effectivement la perspective de ces conventions de programme AFD et avec, j'allais dire, la complicité du service évaluation aussi de l'AFD qui était très, très moteur pour ça. Alors Claire, ton micro est coupé, donc on t'entend pas. effectivement, c'est problématique. Merci beaucoup, Olivier. Et du coup, toi, Daniel, comment as-tu découvert les approches orientées changement? Mais en fait, c'est une rencontre, hein. Je ne sais pas si elle est malheureuse ou heureuse. Enfin, c'est un petit clin d'œil. C'est par le biais d'Olivier, tout simplement. Moi, j'ai travaillé donc sur la région Grand Est, hein, comme vous l'avez évoqué. Et notre rencontre s'est faite par le biais de la coopération internationale où nous étions donc engagés avec le Sénégal. Et nous étions face à des problématiques dans des organisations comme on peut le vivre en France, hein, d'ailleurs. Et on avait du mal à sortir de ces problématiques. On se questionnait pas mal sur ce volet-là. Et en échangeant avec Olivier, l'idée c'était de se dire, mais si on sort de la question des problèmes du quotidien, enfin, si on lève un peu la tête et puis on se projette sur autre chose, quoi. C'est-à-dire faire un pas de côté pour s'extraire des problématiques et réfléchir à peut-être une autre vision, à d'autres attentes pour peut-être fédérer d'autres personnes. Parce que quand on parle que des problèmes dans une organisation, et qu'on se positionne simplement en mode résolution de problème, on parle qu'avec les protagonistes et ceux qui pourraient arriver, qui pourraient avoir de l'intérêt sur une démarche, un projet, sont parfois rebutés par la question de résoudre des problèmes. Donc en fait, c'était intéressant parce qu'on on n'oubliait pas la réalité du quotidien, mais en même temps, on partait sur une vision positive des choses. Et ça, j'ai trouvé que ça, c'était hyper intéressant. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, c'est à travers ces expériences-là, c'est pas simplement le fait qu'on vive des expériences, mais c'est ce qu'on en fait derrière. Et c'était la question de, ouais, de l'émancipation, du changement que les personnes pouvaient elles-mêmes incarner, c'est-à-dire quelle plus-value ces gens-là pouvaient avoir en termes de positionnement sur leur propre territoire. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui me semble important. Et moi, j'avoue qu'au départ, j'étais plutôt très très pratico-pratique, centré sur le problème. Il y a un problème, on va sortir du problème. Voilà. Merci beaucoup, Daniel. Alors, il y avait aussi quelque chose, je pense, sur la question du Grand Est aussi. Alors, C'est... Ah, ah oui, oui, que oui. tu disais effectivement, peut-être que c'est aussi une région qui est assez étendue et que peut-être les AOC sont venus répondre aussi à une spécificité quelque part du territoire.
Ouais, alors ça, c'est la phase 2 parce que là, la question qui m'était posée, c'était sur l'origine de l'approche orientée changement, c'était bien sur la question de la coopération internationale. Et fort de cette expérience-là et de la pratique qu'on a pu avoir quand on a animé les comités au niveau du Sénégal, ben, sur ma mission globale de directeur de fédération régionale, c'était de se dire, voilà, là aussi, on est face à des questions d'organisation, face à des problématiques sur un territoire. Et on se dit, on les subit, puis on est simplement dans l'adaptation, puis on ne peut pas faire grand-chose. Voilà, on parle toujours de, de nos freins, de nos problèmes. Et là, on a adopté exactement la même démarche avec l'ensemble de la fédération, l'ensemble du réseau, pour se dire ben, comment sur un territoire on peut avoir une vision positive, comment on se projette dans la durée, mais qu'est-ce qu'on aimerait dans 5 ou 10 ans et autres. Donc ça a eu le même effet, on se décentre et on réfléchit à ce qu'on voudrait. Et puis après, bon, on va y venir un peu dans le détail de la présentation, hein. On réfléchit comment on y va et on mobilise les personnes sur des espaces, entre guillemets, résolutoires potentiels. Et ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, qui descend, qui crée un pas de côté et donne de l'oxygène et donne de l'envie, quoi. Voilà, c'est vraiment cette démarche-là qu'on a pu mobiliser sur la région Grand Est. Merci beaucoup, Daniel, pour cette précision. Alors, du coup, du côté de, je vais me tourner maintenant vers GWEP. Du côté de Bâtir International, comment vous êtes entré dans les approches orientées changement? Quel a été le déclic? Comment vous en êtes arrivé à ces approches-là? Merci Claire. Tout d'abord, bonjour à tous et à toutes. Donc nous, notre entrée dans les AOC, elle s'est faite à travers le projet FUNU. Ça veut dire femmes en vietnamien. Donc c'est un projet qui se déroule toujours au Vietnam. Pour donner un peu des éléments de contexte, en fait, les ouvrières d'usines vivent et travaillent dans de mauvaises conditions. Certaines ne connaissent pas leurs droits en tant que travailleuses et elles risquent en fait de subir les contraintes pardon, de leur employeur. Donc concrètement, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas signer des contrats de travail, elles ne sont pas payées pour certaines heures supplémentaires, etc. De plus, la plupart des ouvrières sont des migrantes internes, donc elles sont originaires d'une province du Vietnam et vont travailler dans une autre province. Ce qui fait qu'elles habitent dans des logements collectifs où parfois elles vivent à plusieurs dans une dizaine de mètres carrés. Ces logements collectifs, ils sont gérés par des propriétaires qui parfois majoraient les prix des loyers, les prix de l'eau et de l'électricité. Du coup, face à tout ça, l'ambition du projet, c'était d'accompagner les femmes dans leur processus d'empowerment de manière à ce qu'elles-mêmes, elles puissent améliorer leurs conditions de vie et de travail. Au-delà des femmes, le projet mobilisait tout un ensemble d'acteurs qui avaient une influence sur ces conditions, donc à savoir les syndicats, les entreprises et les propriétaires de logements. Donc voilà un peu pour le cadre du projet. Et en fait, à l'époque, nous, on souhaitait coordonner une coalition d'acteurs pour lutter contre le harcèlement sexuel et pour promouvoir l'égalité de genre dans la sphère du travail, dans le monde du travail. Et c'est à cette époque que, enfin, il y avait le démarrage du programme HTAG dont Paul a parlé un peu plus tôt, donc changer les territoires par l'action collective. Et en fait, on voyait dans ce programme-là l'occasion de se doter d'une méthodologie qui nous permettait, dès le début, à ce que la coalition puisse poser des bases sur sa vision, les manières d'y arriver, tout en responsabilisant les acteurs. Donc à l'époque, pour mener ce travail-là, on a mobilisé notre partenaire vietnamien, donc le CDI, dont on continuera à parler un peu plus tard. Et en fait, cette association-là, elle était familière, bon, elle est familière, pardon, de la théorie du changement, et du coup, elle était super partante pour continuer à se renforcer et approfondir sur ses connaissances, donc sur les AOC. Donc en fait, avec le CDI, on a participé aux premières formations organisées par le F3E et en participant en formation, en fait, on a revu un peu nos attentes concernant tout ça et on s'est dit à l'époque en tout cas, on était confronté à des questionnements sur l'ambition globale du projet et la mobilisation des acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, on travaillait dans différentes provinces avec différentes associations partenaires et en fait, on avait l'impression que chaque partenaire faisait ses activités dans son coin, sans vraiment qu'il y ait une cohérence globale, une ambition générale vis-à-vis du projet. Donc c'est pour ça qu'on a vu dans le STAC une opportunité pour remobiliser les acteurs,
les associations, mais aussi les syndicats et les femmes, pour que chacune puisse contribuer équitablement aux réflexions vis-à-vis de la stratégie d'intervention du projet. Ok, merci beaucoup Gwen pour cette présentation du projet Funo et de comment les AOC sont venus répondre aux ambitions du projet et de la relation partenariale aussi. Donc merci beaucoup. Alors on va aborder le deuxième axe de questions qui va effectivement nourrir un petit peu cette problématique. C'est notamment la question de comment convaincre, hein. Comment réussir à convaincre finalement les partenaires, les porteurs de projets, la gouvernance et comment concrètement aussi présenter finalement cet exercice aux parties prenantes avec lesquelles vous avez travaillé notamment et vous travaillez encore. Alors là, du coup, je vais m'adresser à Daniel. Donc, au niveau des MFR, comment avez-vous réussi du coup à convaincre notamment la gouvernance et les porteurs aussi porteuses de projets à s'engager dans un processus AOC? Est-ce que vous avez eu besoin de mobiliser un argumentaire spécifique ou des outils spécifiques? Ben, disons qu'on a eu un ensemble d'éléments et de contextes qui nous ont permis de le faire. Déjà, je pense qu'il y a la question des personnes qui ont été mobilisées pour aborder le sujet. Donc, on est parti sur le sujet de fond qui nous préoccupait en région Grand Est. Et puis, Olivier Ginès, que je citais tout à l'heure, connaissait bien aussi notre présidente de fédération régionale pour avoir participé avec elle sur d'autres chantiers. Et donc, j'allais dire, on échangeait beaucoup sur des questions de fond, l'un et l'autre, ou tous ensemble. Donc, ça a été un élément déjà rassurant, puisque ma présidente se disait avoir entendu parler de certaines choses, donc elle était aussi porteuse à la fois d'une écoute et d'un message. Donc ça a été le premier point. Et derrière ce trio, on est intervenu progressivement auprès d'un collectif d'administrateurs, donc le bureau, hein, le bureau qui structure un petit peu les débats en se disant, ben voilà, qu'est-ce qu'on fait d'autrement? Parce que depuis quelques années, on a une organisation qui est peu ou prou similaire, on est sur un territoire qui est ce qu'il est, et voilà, comment on s'y prend un peu autrement. Donc on a présenté un petit peu cette approche qui a intéressé les acteurs, puisque pour une fois, on allait parler d'une vision enfin, positive. On allait prendre les choses autrement. Donc, parce que certains se trouvaient un peu aussi en difficulté de traiter toujours les mêmes problématiques. Alors, si vous voulez, pour être un peu plus concret, dans la région où j'étais, région très très vaste, avec seulement 8 associations MFR, une région atypique puisque nous ne sommes pas présents sur tous les départements, simplement sur 5 départements. Et j'allais dire les départements où on est le plus en déprise démographique. De ce fait, les MFR, pour certaines d'entre elles, sont en difficulté de positionnement, de recrutement et donc de modèle économique. Et en étant plutôt en se disant, ben voilà, le territoire est comme ça, on subit les choses, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Et donc là, le fait qu'on a changé complètement le braquet a intéressé les membres du bureau. On se dit, ben oui, pourquoi pas? Puisque jusqu'ici, l'approche qu'on a eue ne fonctionnait pas, pourquoi pas? Et donc ça a été, j'allais dire, l'antichambre. Et puis, lorsqu'on a décidé de le présenter, là, au conseil d'administration élargi, où des directeurs ont été associés en visio ce temps-là, Olivier était présent avec nous dans l'animation. Et puis, nous avons pu faire intervenir le F3E, avec justement une présentation du cadre, d'une démarche qui n'est pas une démarche complètement déconnectée de la réalité pour des rêveurs, mais qui s'appuie bien sur une volonté de transformation durable. Et je pense que ça a permis de structurer les choses déjà, même si ça restait encore assez abstrait, hein. On avait quand même des gens qui se disaient, ben oui, c'est peut-être un peu... Enfin voilà, les problèmes sont quand même là, il faut les gérer. Et derrière, on a tout de suite embrayé sur un atelier de vision. On a fait l'exercice de se dire, ben voilà, dans 5 ans, comment on voudrait rêver notre fédération. Donc on les a mis tout de suite en pratique, hein, même pour ceux qui avaient un petit peu de doute. Et ça nous a permis de sortir quand même des axes intéressants, enfin je reviendrai peut-être tout à l'heure, sur lesquels on s'est appuyé de façon régulière et constante
pour asseoir ce processus de changement. Et j'allais dire, les acteurs qui étaient un peu plus en retrait ont été un petit peu happés par cette lame de fond, quoi. Et voilà, c'est vraiment cette approche-là. Moi, je pense que dans des situations comme celle-ci, on est toujours dans les dynamiques de groupe, hein. Il faut identifier les leaders, positifs ou négatifs, et alimenter, structurer, puis pas vouloir aller trop vite. Pas vouloir aller trop vite. Et puis, comme quand on apporte quelque chose de nouveau, étoffer, hein, vous parliez d'argumentaire, moi j'allais dire des témoignages, des retours d'expérience. Des retours d'expérience. Et je pense que ça rassure de toujours, quoi. Ça rassure toujours. Hein, si on avait eu que l'intervention du F3E, avec tout le respect que j'ai pour vous, ça aurait été une institution. Ça aurait été quelqu'un qui a peut-être quelque chose à vendre. Alors que là, quand on a une personne qui elle-même a vécu les choses, elle peut en parler avec une certaine spontanéité, accessibilité. Voilà. Tout à fait. Merci Daniel. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on essaie de favoriser avec vos interventions et d'incarner vraiment l'expérience. Euh, Merci beaucoup Daniel. Et du coup, Olivier, moi je vais du coup m'adresser à Olivier. Du coup, de ton côté, comment t'as pu toi cette façon de lancer les AOC? Comment tu as fait concrètement? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a eu une opportunité qui s'est combinée à ce que vient de présenter Daniel, qui était la nouvelle programmation européenne, qui était entre 2020 et 2027, si je ne dis pas de bêtises. Non, c'était même depuis 2014, en fait, pardon. C'était 2014. Et en fait, dans la nouvelle programmation, et notamment dans Erasmus, qui était un autre domaine dans lequel j'intervenais, il était bien dit que l'Europe allait regarder les changements systémiques et durables. Et donc, moi, j'étais tout content parce qu'avec ma petite expérience des AOC, je suis allé voir mes interlocuteurs à l'agence Erasmus en leur disant, super, comment on va faire, quoi. Et en gros, à cette époque, je suis tombé sur des gens qui m'ont regardé avec des grands yeux tout ronds et en me disant, il y a un guide de l'évaluation Erasmus, on va s'appuyer là-dessus. Donc ce guide, il faisait 4 pages et en gros, il disait, pour mesurer les changements systémiques et durables, on va regarder le nombre de participants, le nombre d'événements et les euros dépensés, quoi. Le guide était assez simple. Et donc, c'était très insuffisant et d'autant plus que les projets sur lesquels on travaillait étaient de plus en plus des projets d'échange de pratiques où en fait on faisait du lien enfin c'était pas tangible en fait, il n'y avait pas de production, il n'y avait pas de construction et donc c'était très compliqué de rester justement sur du quantitatif et donc c'est à cette époque avec le F3E on a fait le pari entre guillemets de tester les AOC dans ces projets Erasmus. Alors je précise, c'est des projets de coopération entre organisations, c'est pas des projets de mobilité individuelle. Et en fait, on est parti de là. Et je précise aussi qu'entre-temps, avec Daniel, on a fait le choix aussi de concentrer plusieurs programmes Erasmus sur la région Grand Est. Donc, il y a eu le lien avec le comité Sénégal, avec l'international. Et il y avait aussi le fait qu'il y avait plusieurs projets Erasmus qui étaient menés en parallèle. Donc, ces AOC étaient mises à toutes les sauces. On va dire que ce soit le CA régional, le comité Sénégal ou les projets européens. Et donc, on a fait ça sur 2 programmes. Donc, le premier, c'était avec Vanessa Gauthier, si je dis pas de bêtises. Et puis, on a poursuivi sur un deuxième programme entre 2016 et 2019. Voilà. Je ne sais pas s'il fallait que je rajoute d'autres choses, mais Non, non, c'est bien. ok. C'est ça, non, non, c'est ça. Ce que tu nous avais partagé, en tout cas, dans les échanges qu'on avait pu avoir. Et du coup, je vais m'adresser à Gwep. De votre côté, du coup, dans le cadre de votre projet, vous avez eu l'idée effectivement d'introduire, vous, les AOC par cercle concentrique, c'est-à-dire d'impliquer de plus en plus d'acteurs et d'actrices à mesure que le processus avançait. C'est bien cela? Du coup, comment, voilà, un petit peu nous raconter comment ça s'est passé et comment, du coup, avez-vous introduit cette approche auprès de votre partenaire et comment vous avez présenté concrètement l'exercice. Voilà. Ouais.
C'est vrai que nous, l'enjeu, effectivement, il était plus de présenter et de convaincre les partenaires. On n'avait pas tant d'enjeux. Je suis désolée, il y a énormément de klaxons dehors. J'espère que ça ne dérange pas trop l'écoute. Du coup, oui, je disais, il n'y avait pas vraiment d'enjeu à convaincre en interne à Batik parce qu'en fait, c'était la direction de Batik qui avait fait la demande d'intégrer le programme STAC et donc de se former sur les AOC à l'époque. Et effectivement, nous, le choix qu'on a fait, c'était de présenter aux acteurs cette démarche-là par la pratique et pas seulement par la théorie ou des présentations théoriques. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de, entre autres, hein, de fonctionner par cercle concentrique. Concrètement, en fait, ce qu'on a fait, c'était, dans un premier temps, on a animé un premier atelier sur la vision en comité restreint, uniquement avec les partenaires techniques. L'idée, c'était à la fois pour nous, Batik, et notre partenaire, le CDI, enfin, de s'approprier les AOC, de tester les animations aussi, ce qui est plus simple quand on est avec des partenaires alliés qu'avec d'autres acteurs. Et donc, effectivement, c'était aussi une manière de transmettre aux partenaires, à nos partenaires les plus proches, cette approche-là. Et donc, l'idée de ce premier atelier vision, enfin, l'objectif principal, c'était du coup de travailler sur la vision avec eux, de s'assurer qu'on est bien aligné sur l'ambition qu'on porte et de réussir à se fédérer. Et comme Daniel le disait aussi un peu plus tôt, c'était aussi important pour nous de se projeter dans une vision positive des choses et sur le plus long terme, pas uniquement sur les 3 années du projet. Donc ça a été la première étape. Ensuite, avec le CDA, on a réalisé une cartographie des acteurs. Ça faisait suite aussi aux formations qu'on avait à l'époque au F3E, où pendant les formations aussi, il y avait des petits exercices qui nous étaient proposés. Et avec notre partenaire, le CDI, on s'est dit que ce serait intéressant de faire cette cartographie des acteurs. Et c'était un exercice intéressant parce qu'on a été assez exhaustive dans la cartographie et ça nous a permis d'identifier notamment des acteurs auxquels on ne pensait pas initialement quand on travaillait avec d'autres méthodes. Donc là, je suis en train de repenser à ce que ça nous avait pardon, ça nous avait permis d'identifier, par exemple, les inspecteurs du travail qu'on ne mobilisait pas forcément dans le projet. Ensuite, la troisième étape, ça a été d'animer un second atelier sur la vision, mais là avec les autorités locales vietnamiennes. En fait, il faut savoir que les autorités locales, elles sont partie prenante du projet dans le sens où elles nous appuient sur des aspects opérationnels d'organisation des activités dans tous les territoires dans lesquels on est. Et en fait, on a décidé d'organiser cet atelier vision-là avec eux, justement, peut-être pour les sortir de l'aspect opérationnel et de les intégrer dans des logiques plus stratégiques et aussi de mettre en avant, en fait, leur rôle et les responsabilités que eux peuvent avoir vis-à-vis des conditions de vie et de travail des femmes. Ensuite, il y avait une quatrième étape, c'est qu'on souhaitait en fait intégrer les acteurs clés du projet, qui sont les femmes ouvrières, et on voulait en particulier impliquer celles qui on avait accompagnées sur la prise de parole, l'amélioration de la confiance en soi et de prise de décision. Mais c'est là où on a eu une difficulté, enfin des difficultés, on n'a pas pu faire ce qu'on voulait avec les femmes parce que c'est tombé pile au moment du confinement très strict qu'il y a eu au Vietnam. Et à ce moment-là, en fait, les femmes avaient d'autres besoins beaucoup plus urgents auxquels il fallait répondre, quoi. Donc voilà, tout ça pour dire qu'en fait, nous, ce qu'on souhaitait aussi à travers ces démarches, c'était de fédérer les acteurs et de responsabiliser. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on a fonctionné par cercle concentrique? C'est qu'il y a d'autres enjeux au Vietnam qu'on peut retrouver dans d'autres pays, bien sûr, mais c'est un enjeu culturel où il y a le fait d'organiser des petites réunions en amont de la grosse réunion stratégique importante. Donc pour nous, c'était important de pouvoir organiser avec les différents acteurs ces réunions sur les visions avant de rassembler tout le monde pour que tous les différents acteurs puissent discuter ensemble. L'idée, c'était voilà, qu'on se met d'accord avec les différentes parties prenantes, on voit sur
quoi on peut concéder, ou au contraire ce qu'il faut pas toucher du tout. Et ensuite, on réunirait tout le monde pour voir ce qui est possible de faire. Et du coup, l'autre enjeu qui est très fort, bah, c'est les dynamiques de pouvoir, les rapports de pouvoir qu'il y a entre les autorités locales et les femmes. En fait, on ne pouvait pas directement, d'entrée de jeu, mettre les autorités locales et les femmes et d'autres parties prenantes dans la même pièce. Il y avait la nécessité de préparer en amont avec chaque groupe, quoi, et d'avoir des temps spécifiques pour tout le monde. Euh, c'est à l'époque aussi, du coup, ça venait questionner la position et le rôle de Batik vis-à-vis de tout ça. Et donc, nous, on s'était clairement positionné dans un rôle de médiation et de facilitation pour que tout le monde puisse voilà, dire ce qu'il avait à dire, travailler sur sa vision, etc. Donc voilà, on a été un petit peu déçus parce qu'on aurait bien aimé aller un peu plus loin en termes de l'expérimentation des AOC à l'époque, donc voilà, d'ouvrir à d'autres acteurs, notamment les femmes. Mais malgré ça, en fait, le processus, il a quand même été inspirant pour nous et ça nous a permis de pérenniser le projet par la suite et de continuer à travailler sur la responsabilisation des autorités locales, par exemple, quoi. Ok, merci beaucoup, Gwep. Dans ce que tu dis, ça me faisait penser un petit peu à ce qu'on a vu lors de notre dernière rencontre autour notamment des AOC de la Progenre. On avait parlé des focus group, justement pour éviter la reproduction des rapports de domination et permettre justement une libre parole et une libre expression. Du coup, effectivement, dans votre stratégie de différents cercles, ça répond aussi enfin, ça répond à ces enjeux-là et du coup, ça faisait un peu écho à cette dimension focus group. Voilà, donc ça me faisait penser un petit peu à ça pour celles et ceux qui étaient présents avec nous à la dernière rencontre. Bah, en tout cas, merci pour ces premiers éléments de réponse par rapport aux différentes questions. Donc, comme on a pu le voir, effectivement, donc différentes modalités d'introduction des approches orientées changement, avec effectivement comme point important ne pas entrer par l'aspect méthodo, hein, l'aspect trop méthodo qui risque effectivement d'effrayer, de décourager, mais bien, comme le précisaient Daniel et Olivier, d'être dans l'expérimentation, d'entrer directement dans l'animation d'un atelier vision en l'occurrence, et aussi de convaincre par l'exemple, hein, ce que vous nous racontiez, travailler donc notamment avec des alliés, et se reposer aussi sur des expériences préalables qui donnent envie de se lancer dans l'expérience. Et puis, ce que vient de nous présenter Gwep aussi, bah, cette idée d'une appropriation progressive pour contourner notamment bah, les relations de pouvoir dont tu parlais tout à l'heure et effectivement pour un bénéfice direct dans les dynamiques de travail et dans le projet, hein, poser les bases de la vision du projet tout en responsabilisant les acteurs et les actrices, donc dans l'enjeu qui était présenté. Et ça permet aussi de remobiliser aussi les acteurs afin que chacun contribue de manière équitable aux réflexions et aux stratégies d'intervention. Donc, merci en tout cas pour ces différents apports. Donc là, on va passer effectivement au petit temps de questions-réponses. Si vous avez des réactions, que ce soit dans le chat ou à l'oral, n'hésitez pas. C'est le moment de poser des questions sur ce que l'on vient d'évoquer à nos témoins. La parole est à vous. Alors, pour celles et ceux qui voudraient prendre la parole à l'oral, n'hésitez pas à vous servir de l'outil pour lever la main, hein. Vous le trouverez dans les réactions et vous pouvez lever la main, ce qui nous permettra de savoir que vous souhaitez prendre la parole à l'oral. Euh, il vous suffira ensuite d'ouvrir votre micro et puis de le refermer ensuite, bien évidemment. Euh, on avait d'ores et déjà une première question de Marine sur le chat qui s'adressait, je pense, à Gwep. À quel point avez-vous rencontré des différences de vision entre vos partenaires et vous? Comment les avez-vous surmontées? Alors, du coup, peut-être adresser cette première question à Web et puis peut demander si ça aussi, la question de cette asymétrie entre des visions des uns des unes et des autres a pu se poser dans le cadre des expériences qui ont été menées par les MFR du côté de Daniel ou du côté d'Olivier. Mais commençons par Web. Ouais, merci pour la question. En fait, il n'y a pas. Nous, on s'attendait effectivement à ce que ce soit différent entre les groupes d'acteurs, mais au final, la formulation des visions
et les mots qui étaient mis derrière étaient assez similaires entre les groupes. Après, c'était plus les portes d'entrée n'étaient pas les mêmes. Il y avait les autorités locales, je crois, avaient une vision qui était plus avec une porte d'entrée plus axée sur les territoires, tandis que d'autres avaient une porte d'entrée plus liée aux acteurs. Mais ensuite, quand on a pu en discuter avec l'ensemble du groupe, il y a, enfin, je pense qu'on a eu de la chance, ça s'est assez bien aligné. Et je pense qu'aussi, ce qui joue, c'est que le projet que je cite, là, le projet Founou, c'est pas un projet nouveau. Enfin, c'est un projet qui a quand même plusieurs années derrière lui, où on en parle régulièrement avec les différents acteurs. Donc, je pense que les différentes années qu'il y a pu avoir, mine de rien, ont contribué à clarifier où est-ce qu'on souhaitait aller et à faciliter par la suite la définition des visions et donc d'éviter des gros désaccords, des grosses différences entre les partenaires, quoi. Ouais, moi, je veux bien rebondir. Vas-y, Daniel. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que moi, c'était un peu une crainte que je pouvais avoir au début en me disant, ben voilà, on va travailler sur une vision commune positive, mais si on n'est pas d'accord sur la vision, qu'est-ce qui va se passer? Et en l'occurrence, dans notre situation, ça n'a pas été très compliqué non plus, même si chacun avait des avis qui pouvaient être divergents. Mais dans les contributions, nous, c'était de se dire, ben voilà, qu'est-ce que vous souhaitez de façon idéale pour votre fédération dans 5 ans? Donc les choses positives qui ont été abordées ont trouvé quand même une certaine, j'allais dire, synergie, une certaine orientation commune, fort heureusement. Mais je me suis posé la question si vraiment on était dans des champs complètement différents. Je pense que là, ben, il faut recréer le débat et je pense que je vais parler de quelque chose qui ne s'est pas passé, mais il faut revenir sur ces différences et puis essayer d'évaluer ces potentiels et autres avec des témoignages. Et je pense qu'à un moment donné, on arrive quand même que ce soit sur des dynamiques de projet, y compris de vision de territoire, à trouver une force importante qui rallie. Et puis on aura toujours des gens qui peuvent être un petit peu en marge et autres. Mais à la limite, ce n'est pas grave, parce que moi, ce que je voudrais parler dans la phase 2, parce qu'une fois qu'on avait défini cette vision hein, commune, bon, c'était de se dire, on y va comment? Et donc là, on a eu des ateliers, et ceux qui étaient peut-être un petit peu en retrait et autres, ben, ont alimenté, questionné. Et à chaque fois qu'on a des forces qui ne sont pas au premier niveau des forces qu'on pourrait considérer comme des alliés, ou on pourrait les considérer presque comme des freins ou des opposants, nourrissent les autres parce que les autres sont obligés d'argumenter, de sortir un petit peu du positionnement classique pour creuser et argumenter, enfin, convaincre et se positionner. Donc ça a un effet aussi positif dans le processus. Ça me semble important. Et puis encore une fois, enfin on y reviendra peut-être après, le fait de les mettre dans des ateliers, de se dire, ben voilà comment on y va, et puis que des personnes se répartissent après dans les ateliers, enfin dans les chemins qu'on appelle du changement qui ont été identifiés, bah, ces personnes-là aussi, y compris dans un atelier, ne sont pas toujours d'accord, donc se questionnent, vont faire appel à des tiers pour vérifier, nourrir, conforter, etc. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et puis, un élément que je n'avais pas évoqué tout à l'heure, mais moi que je me sers beaucoup aujourd'hui, c'est effectivement la cartographie des acteurs, parce qu'on a souvent des réponses un peu toutes faites. Oui, mais avec eux, on travaille déjà, ça, on les connaît, etc. Oui, oui, on va s'arrêter. Tel acteur, on fait quoi avec lui? Quand? Pourquoi? Comment? Et ça donne quoi? Pour nous individuellement, pour nous collectivement, et ça donne quoi pour lui? Et là, on pose les questions différemment. Et une fois qu'on fait ça, ben, vous voyez bien que entre ce qu'on pense connaître et qu'on pense, entre guillemets, fréquenter ou avoir une relation, ben, c'est pas du même niveau. Et là, ça a un effet vraiment levier hyper intéressant. Merci à tous les deux. Merci Daniel. Justement, on avait une question, je crois, Paul, une autre question de Mounia qui nous demandait si vous aviez privilégié certains outils, en tout cas certaines,
oui, certains outils des AOC, peut-être certaines étapes, ou certains outils tout simplement, en fonction de la typologie des acteurs et des actrices. Alors, euh, il- c'était notamment Webb qui nous parlait de la cartographie des acteurs. Daniel, tu nous en parlais aussi. Est-ce qu'il y a du coup des outils spécifiques qui ont été plus mis en avant que d'autres? Bah, moi, je veux bien reprendre la parole. C'est vrai que bon, j'en ai parlé, la cartographie des acteurs, ça, on l'a utilisé presque généralisé. Ensuite, sur certains groupes de travail, ben, en fonction des spécificités, on s'est nourri d'autres organisations, d'autres démarches, c'est-à-dire aller à la rencontre d'eux. Quand tout à l'heure, Olivier Gineste a parlé des programmes européens, si vous voulez, dans notre processus de changement qu'on voulait adopter dans la fédération régionale, on a profité de certains acteurs qui étaient plus engagés sur les questions de mobilité et d'ouverture, de les intégrer dans des programmes que Olivier a été ambassadeur pour nous. Et ces personnes-là ont vécu des mobilités. C'est-à-dire qu'ils ont vécu des mobilités, ils sont allés à la rencontre d'autres territoires ruraux en Europe pour voir ce qui se passait là-bas, c'est quoi les problèmes. Et finalement, on a un peu ou prou les mêmes soucis. Par contre, la façon de les appréhender est différente. Donc ça a eu un processus de transformation et les gens ont raconté ce qu'ils ont vécu. Et en racontant ce qu'ils ont vécu, ben forcément, il y a des connexions qui se font, des fois qui nous échappent, hein, mais qui, voilà, qui naissent. Et ça a donné envie après d'expérimenter des choses qu'ils ont pu découvrir dans d'autres pays pour impliquer, notamment, ben, impliquer les jeunes. Notre mouvement, il vise quand même à avoir un impact sur des territoires, notamment des territoires ruraux, en misant sur l'accompagnement des jeunes et des adultes par des processus de formation. Mais l'idée, c'est bien de transformer tous les acteurs associés à notre pédagogie, et donc le territoire. Et donc là, si vous voulez, cette combinaison d'ateliers du changement, d'outils et des rencontres multiples et variées dans chaque atelier, crée, j'allais dire, un processus de transformation naturellement, implicitement, qu'on ne mesure pas toujours. Mais là, on a un autre outil qui est le journal du changement, c'est de se dire à un moment donné, on fait un petit peu un arrêt sur image. Voilà ce qu'on s'était dit, hein, quand c'était bien en théorie, etc. On a rêvé de notre vision, bon, on s'est mis au travail. Voilà, on arrête. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Vous apportez quoi par rapport à la question? Et vous, qu'est-ce que ça a donné pour vous? Enfin, simplement s'intéresser aux personnes, comment vous avez vécu l'expérience, ne serait-ce de l'atelier, de la rencontre, de la mobilité, qu'est-ce qui a changé chez vous? Et là, je trouve que c'est intéressant. Merci beaucoup, Daniel. Euh, donc, Juste si je peux faire un tout petit complément. oui, Olivier. Sur les outils, je trouve que ça dépend aussi du niveau d'implication dans un projet ou dans un processus des personnes à qui c'est destiné. Euh, je sais que par exemple, quand nous, on a travaillé sur les projets européens notamment, où on a embarqué en fait les AOC dans une grille d'évaluation qu'on utilisait à la fin de chaque rencontre. Et on avait juste bien insisté sur le fait que on avait essayé de tout mettre dedans, qu'on n'allait pas embêter les gens par ailleurs en dehors de ce gros questionnaire, mais en sachant que c'était des partenaires qui venaient de toute l'Europe. Et on leur disait, quand vous serez dans la salle d'embarquement, avant de rentrer chez vous, que vous aurez 2 heures, merci de prendre le temps de répondre à ce questionnaire, et après on vous fera les retours à partir de ça. Donc il y avait ce truc de dire, on vous sollicite quand même parce que c'est important, mais on évite de vous mettre ça à toutes les sauces. Et puis à côté de ça, si on reprend le comité Sénégal, Daniel, avec le journal du changement, c'était notre outil, pareil, c'était notre rituel quand on démarrait le comité. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? On mettait le journal du changement à l'écran. Et ce qui était intéressant, c'était une fois qu'on a fait tout ce chemin de qu'est-ce qui a changé, c'était à la fin de dire aux gens, et quelles activités finalement, selon vous, ont permis ce changement. Donc on arrivait à la fin à l'action et aux activités, mais après avoir fait ce détour-là. Donc ça dépend vraiment effectivement des interlocuteurs, on adapte. Et puis, par exemple, je sais que les partenaires européens, rapidement, ils ont dit, mais en fait, nous, on veut toute la démarche. Nous, ce qu'on veut, c'est tout comprendre. Et donc, par exemple, il y a Vanessa qui a fait des interventions, enfin le F3E qui a vraiment expliqué les AOC sur des demi-journées parce que pour le coup, là, il y avait une demande des partenaires.
Ok, merci beaucoup Olivier pour cette précision. Je ne sais pas si Paul, il y a d'autres questions. Écoutez, on est revenu sur la cartographie des acteurs. Les cartographies des acteurs répondent à quel axe de questionnement? Peut-être qu'on peut revenir sur cette notion. À quoi ça sert la cartographie des acteurs? Ça a été déjà pas mal dit, mais est-ce que quelqu'un veut se lancer pour nous dire un petit peu, selon lui, quelles sont, en pitch, quelles sont les principales vertus de la cartographie des acteurs et à quoi ça permet de faire face? Ah, moi, je veux bien faire un petit retour d'expérience sur ce volet. Allô? Absolument, Daniel. Ouais, Allez-y. ouais, ouais. Non, non, mais l'intérêt, c'est de sortir des représentations et d'aller plus finement sur la nature de la relation. Voilà, déjà vérifier la nature de la relation, de vérifier que la relation existe, mais encore une fois, pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots, quoi. Et d'essayer de voir ce que cela produit sur la structure elle-même, sur laquelle on est impliqué, sur nous-mêmes en tant que personne, et puis sur le partenaire en question, quoi. Et là, on change complètement les choses, quoi. Parce que parfois, enfin, moi je le remarque dans notre réseau, hein, on a des gens qui sont un peu partout, mais il n'y a pas un phénomène de percolation. Il n'y a pas un phénomène de transformation. C'est-à-dire qu'ils sont partout. Oui, mais qu'est-ce qu'ils en font il se passe certainement un petit peu quelque chose pour eux, mais quel impact sur les autres? Alors, je suis peut-être un peu dans une logique toujours de vouloir un résultat au bout, mais quand même, quoi. À partir du moment donné, on fait quelque chose pour une organisation, on a un mandat, on exerce une activité professionnelle, il faut quand même se questionner sur l'impact parce on a vraiment à travailler sur ce sujet-là, quoi. Et ça amène forcément les gens, quand on les questionne là-dessus, ben, oui, il y a une prise de conscience. Parfois, il y a peut-être un peu de retrait, se dire c'est vrai que, bah oui, les élus, j'y allais les voir quand ils faisaient leurs vœux. Ouais, je les entendais. En fait, vous n'alliez pas les voir. Vous alliez dans une salle, vous les entendiez raconter un discours, vous prenez un pot, vous repartiez. Bon, peut-être que vous rencontrez quelqu'un, vous apprenez quelque chose, mais est-ce qu'il y a eu une interaction de la structure politique, la collectivité territoriale réellement? Ben non. Ben donc on peut dire qu'on ne les a pas vus, on les a croisés. C'est pas pareil. Voilà, c'est ce que je voulais dire, quoi. On va un peu plus fin, c'est vraiment plus finement. Pourquoi en un mot et pourquoi en deux mots, quoi. Et puis comment on essaye de se dire, ben ouais, on a bien fait, quoi. Ou pas. Enfin, je sais pas si je suis clair là-dessus. Ici, et c'était aussi ce que Gwebt nous présentait aussi, que la cartographie des acteurs et des actrices vous avait permis aussi d'identifier des acteurs auxquels vous n'aviez pas forcément pensé. Ça permet effectivement d'avoir, comme le disait Daniel, une lecture beaucoup plus fine et d'aller vraiment dans le type de relation et le type d'implication aussi de ces acteurs dans le projet, dans les différents espaces. Donc ça, vraiment, c'est une analyse en tout cas qui est clé dans le processus des approches orientées changement et qui du coup va pouvoir aussi permettre d'anticiper sur les étapes à venir. Comment notamment convier ces acteurs-là, quels espaces les faciliter, et donc d'avoir des stratégies aussi de réflexion, peut-être par différents cercles comme l'a expérimenté Batik, ou enfin voilà, donc d'adapter aussi la démarche à la réalité et du territoire et des acteurs et actrices avec lesquels vous interagissez. Euh, voilà. Bah, merci beaucoup en tout cas pour vos différentes questions. Je crois qu'on a fait le tour et on va pouvoir passer du coup à la suite des points à aborder donc avec nos témoins. Et notamment, qui sont bah, du coup les appropriations, les pratiques d'appropriation en interne des approches orientées changement dans vos différentes organisations, puisque comme on a pu le voir, ça fait référence aussi à des projets qui peut-être ont évolué aujourd'hui. On est sur quelques années en arrière, et donc aujourd'hui, ça donne quoi? Et si vous avez aussi développé des outils spécifiques afin d'aider vos partenaires, administrateurs, autres parties prenantes à entrer dans ces approches. Et donc, je vais commencer par m'adresser à Olivier. Du coup, au niveau des maisons familiales rurales, est-ce qu'il y a des outils spécifiques qui vous ont aidé justement
à mettre en place ces approches-là. Et donc, on est plus vraiment dans l'appropriation interne. Donc, Oui, alors la première chose, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est qu'il faut d'abord tester. Et il y a des outils, on ne sait pas pourquoi ça marche, d'autres qui ne marchent pas. Donc voilà, on a dit le journal du changement qui avait bien marché avec le comité Sénégal. Il y avait la fleur du changement qui avait été intégrée dans notre formulaire dans les projets de partenariat européen. Donc voilà, déjà, il y a cette partie test. Et puis après, il y a, il y a un petit détour aussi, si je peux rajouter quand même ce petit détour, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, il y a aussi la reconnaissance par l'extérieur. Parce que j'allais dire, quand on est entre organisations qui travaillent sur la coopération, le F3E, on est un petit monde. Mais ce qui permet aussi d'avoir cette réappropriation et cette reconnaissance des outils, c'est notamment la fois où on a été invité à une réunion entre les agences Erasmus sur le thème de l'évaluation et où effectivement, encore une fois, avec Vanessa Gauthier, on était allé intervenir sur ce qu'on avait mis en place dans les programmes précédents. Alors, je sais plus, c'était bonne pratique, success story, enfin un truc comme ça. Et ça avait quand même donné de la, comment dire ça, de la légitimité à cette approche-là aussi, puisqu'il y avait quand même l'agence des Pays-Bas, qui est une agence reconnue pour déjà beaucoup travailler sur ces approches changement. Et donc derrière, comme on avait fait un guide, et du coup je viens aussi à comment se réapproprier les choses, c'est effectivement qu'à chaque fois qu'on fait un programme, moi j'essaie de prendre soin de faire un guide spécifique lié au programme. En fait, on rentre par Erasmus. Là, on est en train de faire la même chose pour le programme Leader. Je crois qu'il y a Ronan qui est dans les participants, qui a été animateur territorial financé par Leader. Et c'était l'expérimentation qui était dans l'atelier du changement social à la suite des MFR de Grand Est. Donc l'idée, c'est aussi de capitaliser. Enfin, moi, j'aime bien produire un petit guide qui explique comment on est arrivé à ces approches, enfin un peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais spécifiquement dédié à un programme. Euh, pour compléter, dans MFR, je ne sais pas si vous connaissez, mais on a ce qu'on appelle des consortia, c'est-à-dire des conglomérats d'acteurs qui travaillent sur la mobilité individuelle. Et en fait, depuis plusieurs années, on avait accompagné ce réseau dans la partie évaluation, justement, à écrire un paragraphe spécifique sur les AOC et encore une fois, à embarquer dans leurs enquêtes et dans les rapports qu'ils faisaient à la fin, une partie qualitative. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'utilisent depuis des années. En fait, c'est intégré, mais c'est pas du tout valorisé. C'est-à-dire que voilà, ils l'utilisent, ils ont des chiffres. Et là, récemment, justement, quand on a dû un peu montrer ce qui se passait en termes de changement, de transformation, j'ai mon collègue qui m'a dit, ah, mais j'ai une idée, il me semble qu'on a des indicateurs là-dessus. Et en fait, lui-même était étonné quand il a vu la compilation de ces indicateurs sur plusieurs années en plus. Il a dit, mais c'est une transformation totale pour les participants quand ils partent un mois à l'étranger. Je savais le dire, mais je n'avais pas les éléments. Maintenant, j'ai des tableaux pour le dire. Et donc là, on en est à la demande de ce réseau de dire, bah, on aimerait bien être accompagné de manière plus spécifique sur de la méthode pour pouvoir aller au-delà de ce qu'on fait déjà. Donc, je pense que c'est partir des outils, voir ceux qui marchent, les capitaliser sous forme de petits guides, de petits manuels, et puis au bout d'un moment, la demande de méthode et de concept vient naturellement de la part des personnes. Ok, merci beaucoup, Olivier. Et Daniel, donc du côté des MFR Grand Est, est-ce que vous avez développé des outils spécifiques en interne? Ah, Daniel, peut-être ton micro. Pardon. Oui, bon, moi, je l'ai évoqué, hein, on a vraiment utilisé la cartographie des acteurs. Enfin, voilà, ça, c'est un élément structurant. Après, derrière l'atelier vision, en fait, on a eu un deuxième atelier pour se dire, ben oui, on y va comment? Donc, ce qu'on a appelé les, les chemins du changement ou les axes à travailler. Donc, on a formalisé cela. C'est-à-dire on a une fiche de synthèse, ben voilà, on voudrait y aller, et voilà les leviers qu'on a définis pour y aller. Et
à travers ce document-là, ça a été finalement un peu notre jauge annuelle ou semestrielle. On retrouvait ces points-là. D'ailleurs, quand on faisait une réunion de conseil d'administration, si on ne prenait pas tous les chemins, mais on se disait, on revient sur un pour se dire, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? Pour ne pas lâcher sur cette prise. Parce que si on n'a pas, j'allais dire, au-delà de l'outil, cette démarche de suivi permanent, on peut avoir un phénomène qu'on connaît bien, hein, on se fait plaisir à un moment donné, on a un événement un peu feu de paille, et puis qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tandis que là, on revient toujours, et c'est notre axe. Et derrière, cet atelier, d'un point de vue plutôt politique, ça a amené nos équipes à travailler sur des activités concrètes d'accompagnement que nous, on allait conduire sur le terrain. Stratégie sur le plan de la communication. Alors, ce qui veut dire, voilà, c'est un axe. Ouais, OK, qu'est-ce qu'on y met dedans? Outils, temps fort, événements, etc. On associe qui? Stratégie sur le plan de l'accompagnement à la gouvernance associative. OK, donc ça a été un axe. Qu'est-ce qu'on y met dedans pour outiller, créer des rencontres, ouvrir les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, la partie recherche et développement, professionnalisation, OK, ça, c'est un axe. Vous vouliez quoi dedans? Donc, là aussi, qu'est-ce qu'on y met? Voilà. Donc, on a eu, j'allais dire, une déclinaison technique de l'ambition dans les chemins du changement retenu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on passe du discours à l'action, on y fait quoi? Donc ça, c'était les salariés qui ont été mis à contribution pour dire, bah, voilà où vous voulez y aller, voilà ce que vous souhaitez, voilà ce qu'on propose comme action concrète pour alimenter, nourrir. Et ça a permis aussi de nous structurer, nous, entre guillemets, techniciens, parce que là aussi, on pouvait parfois reproduire des choses, parfois peut-être même être en hors-champ, quoi, quelque part. Et donc ça a été hyper important. Enfin, moi, je crois beaucoup à cette politique des petits pas et de suivi, et puis de se poser la question, ça a donné quoi pour nous, quoi. Vraiment, d'un point de vue transformation, encore une fois. Merci beaucoup Daniel, pour ces éléments très concrets. Du coup, je vais passer la parole à Gwep. Et du côté de Batik International, quelles sont vos pratiques d'appropriation interne des AOC? On n'a pas votre son. Pardon. Du coup, oui, je disais, je vais revenir un peu en arrière au niveau du temps et démarrer par rapport au programme STACT en lui-même. Nous, Batik, avec le partenaire CDI vietnamien, on y participait. En fait, ça a été déjà un premier temps de transmission interassociatif parce qu'en fait, le programme et les formations du F3E étaient en français. En fait, ma collègue du CDI, elle parlait que vietnamien et anglais. Et en fait, moi, je participais aux formations et ensuite, je lui faisais la traduction des différents documents, des outils. On en discutait ensemble et on voyait qu'est-ce qu'on pouvait faire à partir de ça, qu'est-ce qu'on pouvait proposer au niveau du projet Founou, quoi. Donc, il y a eu ce premier temps-là. Et ensuite, donc, moi, j'étais à l'époque au Vietnam. Je suis partie travailler au siège de Batik à Paris. Et c'est une de mes collègues, Léna, qui a perpétué en fait cet échange avec le partenaire vietnamien pour voilà, s'approprier les méthodes, les outils, en discuter. Et c'est elle qui a poursuivi l'organisation des ateliers que je citais un peu plus tôt avec les partenaires du projet, les autorités locales. Et ça a déjà été dit, mais en fait, ça a été vraiment un apprentissage et une transmission par la pratique euh, en animant les outils, en faisant en sorte que les partenaires vivent les outils et pas seulement les lisent sur des documents, mais voilà, qui y participent activement, quoi. Et en fait, bon, enfin, tout ça pour dire que voilà, on n'a pas cadré une forme de transmission, on n'a pas formalisé, on n'a pas forcément structuré, mais on se rend compte avec le temps que c'est quelque chose qui a insufflé dans les projets. En fait, c'est quelque chose qu'on continue à faire dans les projets qu'on gère actuellement.
et notamment par rapport à ce projet Founou. Donc, on était en période de fin de projet et il y avait la possibilité de le renouveler. Et en fait, ce sont les partenaires eux-mêmes qui nous ont fait la demande de refaire au moins un atelier sur la vision avant de proposer quoi que ce soit par rapport au projet, quoi. Donc, ça, pour nous, c'était quelque chose d'assez positif et d'intéressant. Et donc oui, comme je le disais, la transmission, elle se fait donc dans les différents projets Batik. Donc moi, dans ma pratique actuellement, dans les projets que je gère, je continue en fait à animer des temps de réflexion, d'échange sur la vision, sur les chemins de changement en particulier. Je le fais notamment en début de projet et à un autre moment en fonction de la demande des partenaires ou sinon dans une période de transition entre deux projets et toujours dans l'idée de s'assurer qu'on a toujours la même perception de là où est-ce qu'on veut aller. En fait, ça nous permet voilà, de s'assurer qu'on est toujours bien aligné ou si on l'est pas, bah, qu'est-ce qu'il faut changer dans dans notre vision, dans les chemins de changement. Et c'est notamment le cas là, dans un projet de lutte contre les violences à l'égard des femmes que je coordonne en Afrique du Nord où à la fin de la première phase du projet, enfin à la fin d'une période de 3 ans de projet, chaque partenaire en fait a travaillé sur sa vision et du coup s'est fixé un cap, ce qui a permis d'identifier, enfin de redéfinir plutôt les actions à mener, les acteurs à mobiliser. Et par exemple au Maroc, il y a eu un des partenaires a une prise de conscience vis-à-vis de la mobilisation des jeunes. C'est des jeunes qui étaient, disons, juste sensibilisés aux violences, aux droits des femmes. Mais en fait, l'association partenaire s'est rendue compte que ces jeunes-là, enfin, parmi ces jeunes-là, il y avait de vrais alliés qui pouvaient vraiment être des acteurs de changement, qui pouvaient potentiellement intégrer l'association, devenir bénévoles, etc. Et donc, ça a donné une nouvelle perception à ce qu'on faisait, à ce qu'on faisait. Donc ça, c'est plutôt sur la partie vision, mais en fait, on a eu aussi un moment d'échange là avec les femmes des projets qui était plus en lien avec la partie suivi et évaluation. En fait, avec elles, on a défini concrètement, ça veut dire quoi, pouvoir d'agir, empowerment pour elles. Mais vraiment très très concrètement quoi. Et donc tout ça, ça nous a permis d'identifier différents types de changements individuels, collectifs, politiques qu'elles souhaitaient avoir. Et en fait, ce travail-là, ça nous a permis de construire une matrice assez complète avec différents types de changements en fait que les femmes voulaient atteindre. Et cette matrice, on l'utilise toujours maintenant. Elle nous sert de guide pour déterminer bah, quel type de changement on peut aller pendant telle période du projet, quoi. Et un dernier exemple qui montre que ça insuffle toujours au sein de Batik, c'est qu'on a un autre projet sur l'intégration de l'approche genre dans des projets d'accompagnement à l'insertion économique qui déroulent dans différents pays. Et là, pareil, chaque territoire, avec les membres de l'équipe, plus la coordination et les accompagnateurs et accompagnatrices, se sont mobilisés et là, ce qu'on a utilisé comme outil d'animation, c'est la route du changement, donc qui permet en même temps de faire la vision et les différents chemins de changement. Et là, pareil, c'était pour se sortir un peu de cette logique problème-solution et vraiment de se doter d'une vision positive, pas seulement sur les 3 années de projet, mais en fait même sur 9 ans, 10 ans avec voilà, les différents paliers qu'on voulait atteindre, etc. Et ça a vraiment permis d'élargir un peu le champ des possibles sur ce qu'on pouvait faire pour atteindre cette vision positive, quoi. Merci beaucoup, Gwep, pour ces différents exemples d'appropriation interne des AOC qui continuent du coup à infuser encore aujourd'hui dans vos différents projets. Et bien, du coup, ça me permet, moi, de rebondir et d'interroger effectivement les MFR pour savoir si vous avez, vous, l'opportunité aussi d'introduire les AOC dans de nouveaux projets aujourd'hui. Est-ce que ça continue, du coup, d'être dans vos pratiques et dans celles de vos partenaires? Donc, bah, Daniel et Olivier, je vous laisse vous exprimer sur le sujet. Je veux bien dire un mot, puis je laisserai Olivier de façon un peu plus globale, mais oui, dans 2 semaines,
puis même la semaine prochaine, je vais tenter de présenter la démarche AOC à deux publics différents. Dans 2 semaines, on a un dispositif qui est à destination de directeurs expérimentés pour les accompagner, j'allais dire, dans leur professionnalisation, maintenir le souffle, etc. Et j'interviens sur une dynamique autour de l'association et l'impact sur les territoires. Et je vais justement travailler sur ce sujet-là avec eux pour les amener par rapport à la situation où ils sont, quoi, hein. Ils ont plein de choses à dire avec des difficultés qu'ils peuvent avoir dans le cadre associatif et autres. Et puis, à un moment donné, on va leur dire, ben, finalement, ce serait quoi pour vous le modèle associatif rêvé en 2037, par exemple? Enfin, ce serait quoi, quoi? Et à travers ça, je vais les amener dans cette expérience-là. Alors, on verra bien ce qui va sortir. Et derrière, vous voyez, ça, c'est une étape d'un dispositif qui s'appelle AOC, Approche Orientée Changement, et je vais leur présenter au moins la démarche à des directeurs pour que finalement ça les interroge et puis qu'ils puissent peut-être aller un peu plus loin sur ce volet-là. Et puis la semaine prochaine, très concrètement, je suis sur une fédération en Outre-mer, en Martinique, qui connaît quelques difficultés aujourd'hui et toujours centrée sur des problématiques identiques, hein, économiques, structures et autres. Et voilà comment on peut faire aussi tenter de faire un pas de côté et avoir cette même approche. Enfin, moi, faut se méfier d'avoir toujours les mêmes leviers, mais je trouve que ça a eu un impact important pour moi et dans le collectif où j'étais, sur ce pas de côté et de ne pas toujours être centré sur la question du changement, la problématique ou le projet, parce que on deviendrait presque oui, oui, des commerciaux du projet, du produit semi-fini qu'on veut. Alors que là, même si on part pas, on n'est pas des aventuriers, on part, on ne sait pas où, hein, c'est réfléchi, on a une vision. Et puis, ben, on fait des arrêts. L'idée, c'est pas d'être performant pour aller le plus vite au bout, mais c'est de travailler un peu sur la question de prendre en compte les événements et quel impact ça a sur nous. Enfin, moi, j'aime bien, il y a une personne qui s'appelle Olivier Amand qui intervient beaucoup sur la question de la transformation, hein, des personnes et des territoires et des structures en démontant, en critiquant tout ce qui a été fait sur la recherche de la performance dans les conduites de projet et de travailler davantage sur la robustesse pour que les structures soient un peu plus robustes et elles sont en capacité de vivre des changements, tout simplement. Et elles seront d'autant plus en capacité de vivre ces changements-là si les personnes qui les intègrent sont aussi dans cette logique-là de transformation, de prendre en compte les événements, etc. Voilà. Merci beaucoup, Daniel, pour ce partage très concret, ce levier fort que tu actives en tout cas dans tes projets actuels. Olivier, est-ce que tu souhaites partager quelque chose sur les projets que tu mènes aujourd'hui? Ben, comme je disais, en fait, là, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des projets, cette démarche, elle est quasiment même plus questionnée, en fait, elle est systématique et embarquée. Moi, j'insiste quand même vraiment comment ça aide sur le pilotage et en fait qu'avec le temps, on est de plus en plus, ça permet d'affiner de plus en plus les programmes et les financements, en général vers moins de besoins, des choses plus simples, plus petites, avec plus d'impact. Donc, j'insiste quand même sur ce côté-là. Et puis, en fait, ben, Daniel t'en a un petit peu parlé, mais comme nous, on vient enfin, au mois d'avril, on a notre AG et on redéfinit un projet du mouvement sur 12 ans. À notre dernier AG, on avait un prospectiviste qui nous a dit, bah, les MFR, il va falloir peut-être apprendre à montrer votre impact social et apprendre à mesurer votre impact social. Et avec ce que tu viens de décrire, Daniel, les espaces dans lesquels ces approches se diffusent, je pense qu'effectivement, ça va prendre les 10 ans à venir, mais on voit bien qu'on est déjà sur une logique de ce projet du mouvement, on va le re-questionner tous les 2 ans, on va pas le mettre dans un placard pour le ressortir dans 12 ans. Enfin, donc on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se met en place. Et puis moi, dans les espaces dans lesquels on va dire, je suis légitime, notamment au niveau du conseil d'administration de l'Union, moi j'anime la commission Europe et Territoire. Et en fait, on a eu c'était il y a quelques semaines, un gros débat sur, oui, mais nous, en tant qu'administrateurs de l'Union, comment on fait pour suivre notre mission, quoi, pour savoir, pour dire que ça avance à d'autres.
Et ils avaient du mal justement à sortir de l'opérationnel et des activités. Et du coup, on disait, bah, une union, non, c'est politique, c'est stratégique. Et on a passé 2 heures, mais à la fin, on a sorti le tableau du Schtack dont Daniel parlait tout à l'heure, avec vision, défi, chemin de changement, le contexte au départ. Et à la fin, une fois qu'on sait où on va et comment on veut y aller, se dire, bah, peut-être que telle et telle activité, ce sera intéressant de passer par là, mais c'est pas sûr. Et donc, ils sont moins stressés par les activités et plus à l'aise sur le fait de pouvoir piloter un projet politique en ayant les outils pour. Et c'est vraiment ce qui a inspiré de l'expérience du conseil d'administration de Grand Est, où en fait, ça rassure des décideurs de dire, enfin, à chaque fois, je donne cet exemple-là qui est un peu caricatural, mais voilà, de dire pourquoi on est là, pour la jeunesse, pour les territoires. Du coup, deuxième sujet, de quelle couleur on repeint les murs, parce que le pot de peinture chez machin, il est moins cher que l'autre. Et en fait, les gens sont perdus parce qu'il n'y a aucun lien, en fait. À part si on fait une étude sur l'impact de la couleur sur l'humeur des gens. Mais, donc, je pense que vraiment, c'est ça, c'est que ça commence à atteindre le niveau politique et qu'on dépasse le cadre des projets. Moi, je trouve que c'est vraiment le côté intéressant. Et je précise aussi qu'en partie, c'est ça qui nous a permis, au bout du troisième projet Erasmus, d'avoir sur l'ensemble du projet un label bonne pratique, parce qu'on justement, on a su être très précis dans l'impact qui avait été généré par le projet, alors que c'était un projet où il y avait simplement des gens qui se rencontraient, j'allais dire, qui buvaient des coups ensemble et qui mangeaient, qui faisaient des visites. Donc sur la forme, c'était très difficile de dire qu'il s'était passé quelque chose. Par contre, grâce à ces AOC, et notamment au fait d'avoir eu les mêmes outils tout au long du programme, ce fameux formulaire qui était toujours le même, en fait, ça a permis d'être reconnu aussi par ces financeurs en disant bah, ce projet a eu un impact énorme, puisqu'en gros, à chaque fois qu'ils rentraient d'une séance, on leur demandait est-ce que votre regard sur tel sujet a changé, sur la thématique a changé, et on était toujours sur sur une échelle de 1 à 5, on était à 4 ou 5 à chaque fois. Donc on a pu vraiment documenter avec des enquêtes que chaque rencontre était transformatrice. Et donc, c'est ça qui permet aussi, avec le temps, d'impliquer d'autres personnes, d'avoir même maintenant des gens qui viennent chercher. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans ce que disait Daniel, on n'a plus besoin d'être des commerciaux pour vendre le truc en disant, eh, vous allez voir, c'est super bien. Maintenant, les gens viennent un peu chercher cette expérience et ces pratiques. D'accord. Merci beaucoup, Olivier, pour ces éléments aussi d'incarnation de comment les AOC continuent à vivre aujourd'hui dans vos projets. Et du coup, bah, je vais terminer ce dernier tour de parole en m'adressant à Gwep, de votre côté, du coup, à Batik, avec du coup le renouvellement de vos partenaires. Il y a eu un renouvellement important de vos partenaires, mais aussi un renouvellement en interne dans l'équipe. Comment poursuivez-vous du coup votre pratique des approches orientées changement aujourd'hui dans vos projets, dans vos rencontres au sein de l'organisation et avec les différentes antennes terrain et vos partenaires? Mhm. Du coup, comme je le disais un peu plus tôt, nous, dans le cadre des projets en tout cas, on mobilise surtout les AOC pour évoquer la vision, les chemins de changement, pardon, voir les acteurs qui se mobilisent. Et en fait, c'est quelque chose enfin, chez Batik, on a une formation de base sur le genre et l'empowerment qu'on fait en chaque début de projet, en particulier quand Mince, on a perdu Gwep. C'est moi qui capte plus, non? Vous, pareil? Je On t'entend, confirme que on Ah l'a perdu mince. on entend tous en ta même voix. temps. Ah, elle avait des soucis de connexion en Tunisie. Ah mince. Ouais, laissons-lui une minute et puis si on voit qu'elle ne Ouais, revient pas, on passera au questionnement, le temps de lui laisser c'est ça. de la laisser se reconnecter peut-être. Ah mince, elle est partie, ouais. Je crois qu'elle va essayer de se Alors, reconnecter. je vais profiter moi de ce temps mort Ouais. pour vous proposer un petit sondage. Vous allez voir apparaître à l'écran un sondage.
qui va donc vous demander, ces trois questions, hein, c'est très rapide à remplir, ce que vous avez pensé de cette rencontre, dans quelle mesure les témoignages vous ont inspiré, etc. Enfin, je vous spoile pas, je vais vous mettre ça à l'écran, donc petite seconde, je le lance dans un instant. Du coup, on ne répond pas tout de suite aux questions qu'il y a dans la conversation, hein, on est d'accord? Après, ouais, ouais, tout à fait. On va attendre aussi le retour de Gwep. Ouais. Voilà, le sondage vient de s'afficher. Trois questions, ça va être normalement très rapide, C'est et pour notre DSE. voilà, c'est pour notre dispositif de suivi évaluation, en effet. Orienté changement, s'il vous plaît. Oui, même si là, c'est probablement pas l'incarnation la plus forte de ce que peut être le suivi évaluation orienté changement, avec un questionnaire fermé, trois questions. C'est pas très qualitatif, on va dire. Mais bon, comment dire, le format de l'événement nous contraint aussi à avoir un questionnaire assez rapide. Voilà, Pour donner plus de place aux échanges. Elle dit que son PC s'est encore arrêté, Gwep. Elle se reconnecte au plus tôt. très bien. Ok. On laisse un instant pour les gens, aux gens pour du coup Ouais, répondre au sondage et puis le cas tout à échéant, fait. on prendra les premières questions. Mm. Il y a un élément qui m'est apparu aussi pendant nos échanges, je ne sais pas si je peux le partager maintenant. Vas-y, Olivier, je t'en prie. Mais c'est quand même aussi, toujours dans cette question, là, introduire les AOC dans de nouveaux projets. Encore une fois, ça peut se faire aussi au niveau de l'équipe projet. On n'est pas toujours obligé d'en informer les participants. Parce que au fil de nos échanges, je me suis rappelé quand même que une partie des résultats des projets, en fait, ont de l'impact et des effets, des changements. On les mesure simplement parce que nous, on publie des articles, on fait des vidéos, des entretiens au cours des projets. Et par exemple, au cours du dernier projet Erasmus qu'on faisait, il y avait Intermonde qui était un des partenaires et qui avait accepté de relire tout simplement les entretiens, les articles avec une grille. Est-ce qu'on voit des niveaux de changement, c'est-à-dire avoir un vrai niveau d'analyse, mais sans avoir rajouté des outils en plus? C'est simplement d'avoir une personne outillée qui est capable d'extraire des niveaux de changement, par exemple en fonction des publics, simplement en s'appuyant sur l'expression déjà existante, parce qu'on a fait un film résumé d'une semaine d'activité, parce qu'il y a eu 4 entretiens de personnes clés. Donc, si ça peut rassurer aussi, c'est ça. Moi, je pense qu'il faut surtout avoir des personnes outillées qui ont ces lunettes et qui peuvent prendre n'importe quel matériau, j'allais dire, pour en, en extraire cette partie transformative, quoi. On a 61% des participants qui ont répondu au sondage, donc n'hésitez pas, celles et ceux qui n'ont pas répondu, ça prend vraiment, c'est très rapide. Ça prend quelques secondes. Est-ce qu'on a le retour de web? Oui, Très bien, Oui, 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 je suis super. vraiment, vraiment c'est pas désolée. Là, grave. c'est pile le moment où je n'ai plus le besoin que le PC s'arrête le plus. Vraiment désolée pour la coupure. Du coup, je vais être très brève pour partager aussi l'expérience de Batik vis-à-vis de la poursuite de l'intégration des AOC dans nos pratiques. Donc, enfin bref, voilà, je le disais un peu plus tôt, on continue de travailler sur ça dans le cadre de nos projets. C'est quelque chose qu'on intègre dans notre formation de base sur le genre et l'empowerment qu'on fait avec les nouveaux partenaires. Mais il faut savoir aussi que, je vais faire une petite parenthèse au-delà des projets, c'est aussi quelque chose qu'on mobilise à Batik en tant qu'association et pour définir
enfin, disons pour définir et pour affirmer notre projet associatif, notre vision politique, comment est-ce qu'on veut mener, comment est-ce qu'on veut mener les choses. C'est quelque chose sur lequel on a retravaillé en équipe en décembre dernier, par exemple, et qui a été vraiment hyper fructueux pour nous. Voilà, on a aussi remobilisé la cartographie des acteurs, et donc ça nous a permis aussi de cadrer notre action et notre vision politique, quoi. Mais d'ailleurs, que ce soit dans le cadre des projets, enfin en tout cas, selon la perspective Batik, hein, que ce soit dans le cadre des projets ou quand on veut travailler voilà, sa vision et son projet associatif, pour nous, c'est quelque chose qui demande pas mal de temps et qui mobilise bah, des ressources humaines et financières. Et on se dit qu'en fait, il faudrait dédier du temps pour travailler peut-être exclusivement dessus et peut-être l'assumer auprès des bailleurs et prévoir les différents moyens et ressources en fonction, quoi. Donc, ouais, pour résumer, nous, les AEC et les différentes méthodes et outils qu'on a pu mobiliser, voilà, ça nous a permis à chaque fois, ça nous permet de nous fédérer autour de quelque chose en commun, que ce soit avec les partenaires ou au sein de Batik, et qu'au-delà de l'intérêt d'une planification à long terme, bah, ça nous permet de, voilà, redévelopper du lien partenarial, se remettre en tête les ambitions politiques de l'association. Et aussi, ça nous aide à remettre du sens sur les mots. Un peu plus tôt, je parlais du Maroc et voilà, de la jeunesse et de la volonté de les intégrer comme actrices, enfin, actrices et acteurs de changement. Bah, ça nous a permis un vrai échange sur qu'est-ce qu'on entendait par changement. Même la notion d'acteur-actrice, ça nous permet aussi de redéfinir ce qu'on entend par là, quoi. Donc voilà, c'est quelque chose qui nous permet d'avoir des échanges, parfois du débat aussi, et ce qui est assez sain et ce qui nous aide à avancer sur ce qu'on veut faire et sur nos ambitions, quoi. Donc voilà ce que je voulais partager. Merci beaucoup, Gwep. Et je pense que ça fait, tu as mentionné en tout cas l'élément de temps et l'élément de budget, je crois, qui fait écho à une des questions que nous avons dans le chat. Donc, pour rebondir sur ce que disait aussi Paul, n'hésitez pas à remplir le sondage et ensuite on vous laisse là tout de suite la parole sur les questions que vous avez à poser du coup à nos intervenants et intervenantes par rapport à cette deuxième partie de questions. Donc, je crois, Paul, que nous avons effectivement des éléments dans le chat. En effet, on a déjà Laure qui s'interroge. On peut faire face à des personnes qui ont peur que cette méthode soit trop longue, consomme du temps, qui n'est pas mis à profit des bénéficiaires en plaçant des tableaux et des graphiques. Avez-vous été confronté à ces critiques? Comment avez-vous pu convaincre? Euh, Avant de se lancer, il faut savoir rassurer sur l'utilité pour les bénéficiaires. Première question, je vous propose qu'on prenne aussi la question de Boutros, qui fait écho en partie, mais pas totalement. Certains partenaires peuvent être réticents à adopter de nouvelles approches, surtout qu'ils sont habitués à des méthodes traditionnelles. Comment peut-on surmonter cette difficulté? Et puis, deuxième question, bonus, comment organisez-vous le suivi des changements? Je vous en prie, Web, Olivier et Daniel, si vous avez des éléments à apporter sur ces différents questionnements. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore adressé de questions, il est encore temps dans le chat ou en levant la main pour prendre la parole à l'oral. Bah, je peux commencer avec comment ça s'est passé pour nous. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas fait face à des réticences frontales. Après, je n'étais pas dans la tête des gens. Donc, je ne sais pas si certains avaient peut-être voilà, quelques interrogations et questionnements par rapport à ça. Nous, ça a été une démarche qui était plutôt acceptée par nos partenaires, en tout cas. Après, nous, voilà, on n'avait pas beaucoup d'organisations et de partenaires dans le cadre du projet, donc c'était assez simple. Et sinon, enfin, à l'époque au Vietnam, et sinon pour les partenaires actuels, en fait, la plupart, si ce n'est tous, ont déjà entendu parler de la théorie du changement. Parce que je pense que certains bailleurs, peut-être c'est quelque chose qui leur demande. Et donc, c'est un terme qu'ils avaient déjà entendu parler. Pour certaines, elles avaient déjà été formées dessus et du coup, on a eu plutôt des partenaires qui étaient assez ouverts à la démarche. C'est aussi, ça a été encore une fois dit un peu plus tôt, mais c'est une démarche qui est très participative en fait.
les participantes, les différents acteurs sont vraiment inclus dedans, sont actifs et sont pas passifs en fait lorsqu'on organise les ateliers ou lorsqu'on en discute. Et le fait de créer des espaces d'échange et de débat, ça, comment dire, ça permet de susciter, de continuer à ce qu'il y ait de l'intérêt autour de ça. Après, nous, au Vietnam, en ce qui concernait les autorités locales, en fait, il n'y avait pas déjà de méthode traditionnelle de base, tout ce qui était cadrologique, etc. Ça leur parlait pas forcément, donc ils étaient quand même intéressés pour savoir voilà, comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer leur rôle dans le projet. Et encore une fois, avec les débats, ça a été assez intéressant. Et nous, pour la partie suivi des changements, dans le cadre d'un projet, en fait, on fait appel au journal de changement comme outil. Donc, ça nous permet de revenir bah, sur les chemins de changement qui ont été définis, comment dire, de les revoir si nécessaire. Donc, voilà. Merci Web pour ces précisions. Est-ce que Daniel et Olivier, vous souhaitez compléter? Daniel, tu veux dire? Alors, je sais pas si tu parles, mais tu as le micro fermé ou sinon j'y vais comme tu veux. Ben vas-y, vas-y, je parle. J'ai déjà beaucoup parlé. Encore une fois, je pense qu'effectivement, on l'a déjà dit avant, c'est pas la peine de tout expliquer à tout le monde dès le départ. Par contre, je pense que de faire des retours réguliers aux gens sur voilà ce qui ressort, hein, voilà ce qu'on a appris et qu'ils y voient leur intérêt assez rapidement, je pense que ça évacue très vite les réticences parce que les gens voient vraiment le côté transformatif. Et je sais que, enfin, je reviens toujours sur le dernier projet qu'on faisait avec ces questionnaires. Moi, je m'engageais dans les 15 jours suivants c'est pour ça que je leur demande aussi de le faire très vite et d'y répondre tous. C'était vraiment cette idée de dire, je vous ferai un retour d'abord descriptif la semaine suivante et puis un retour analytique dans les 15 jours qui suivent. Et en fait, ces retours servaient à préparer les activités suivantes. Donc, ils avaient un intérêt direct non seulement à répondre au questionnaire, mais ensuite ils savaient qu'ils étaient contributeurs de quelque chose en fait. Donc je pense que ça c'est important, c'est de ne pas oublier qu'est-ce qui intéresse les personnes. Et dans ces AOC, c'est que ça leur apporte des réponses. Sinon, effectivement, ça reste flou. Et puis, comme je disais, après, ben, on n'est pas obligé, parce que je vois la question qui était sur la lourdeur de l'outillage. Comme je disais, vous pouvez simplement faire, enfin, nous, on utilisait les entretiens. On avait mis un peu le paquet là-dessus et c'est vraiment un outil de base qui permet derrière d'aller chercher beaucoup d'infos sans noyer les gens avec de la méthodologie, par exemple Hmm, hmm, ou une facilitation graphique, enfin tout ce qui est un peu. Mais il y a plein de méthodes, je veux dire, qu'on on peut s'appuyer sur l'intelligence collective, sur plein de choses, sans que ça soit une grille, un arsenal énorme. Voilà. Par contre, il faut quelques personnes qui soient un peu à l'aise, voire en maîtrise de la méthode derrière, pour pouvoir Animé. aller chercher, Mm. animer, hmm. coordonner, exploiter tout ça. Ouais. Merci beaucoup, Olivier. Bah, s'il n'y a pas d'autres, est-ce qu'il y a d'autres questions, Paul? Je n'en vois pas. J'ai lancé Non, un je pense dernier que c'est bon. rappel Ouais. en forme enfin, oui, Bah, dernière chance, money time. Mais visiblement, personne ne se manifestant. Claire, je te propose du coup on qu'on va passe pouvoir à la conclure. Ouais. conclusion. Je Bah, en peux tout... dire un petit mot Ah, en plus, Paul, parce oui. qu'il me semble que Gweb, tu l'as dit, ou je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais vraiment cette idée d'avoir un regard extérieur et de pas faire ça tout seul. Je pense que nous, les changements, on les aurait jamais trouvés. On a beau être outillés, le fait d'avoir un regard extérieur, d'avoir quelqu'un qui accompagne dans la durée, c'est vraiment précieux et voire nécessaire euh, si on veut, si on veut atteindre un certain niveau dans la mesure de l'impact des effets et la connaissance de ce qu'on fait. Je pense qu'on ne peut pas être dedans et dehors
à l'intérieur, à l'extérieur d'un processus. C'est vraiment quelque chose que je défends, ce regard d'évaluation suivi externe AOC, il est important. Merci Olivier pour cette précision. Donc effectivement, quelqu'un qui soit effectivement dédié et qui, comme tu disais, connaisse en tout cas la démarche pour être force d'animation et de motivation et assurer que le processus ne retombe pas comme un soufflet. Et, et, Effectivement. et, c'est- et par exemple, ce que je veux dire, c'est que cette personne ne doit pas être le chef de projet. Non. C'est quelqu'un qui doit être. Mm. Alors, il peut y avoir quelqu'un dédié dans l'équipe ou dans les équipes en interne, mais c'est important d'avoir aussi quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe, j'allais dire, et qui dit, ah ben voilà moi ce que je vois, voilà les niveaux que je vois. Un tiers neutre. C'est ça. Bah, merci en tout cas pour ces différents apports. Merci à vous. Merci à vous trois. Et donc, du coup, bien, on va pouvoir conclure. Alors, peut-être rapidement, Paul, la slide suivante. Alors, c'est pas du tout exhaustif, hein, mais peut-être reprendre. Donc, voilà, donc ces différents témoignages mettent en lumière effectivement différentes modalités d'intégration, d'appropriation des AOC, que ce soit des guides, des formulaires en ligne, la réalisation de documents internes, l'hybridation méthodologique, hein, puisqu'on la route du changement, on pourrait dire que c'est une forme d'hybridation méthodologique. Le recours aussi à des focus plus vision en début, fin de projet. Donc, vraiment une appropriation assez propre à vos organisations, vos projets et vos partenaires. Et effectivement, vous témoignez tous et toutes de gains importants liés à l'adoption des approches orientées changement, à la fois pour les projets, mais aussi pour l'organisation elle-même. Gwep nous parlait de se fédérer autour d'un exercice commun, de redévelopper du lien partenarial, de remettre du sens aussi sur les mots et notamment le mot changement. Olivier et Daniel, vous nous parliez de la possibilité de faire la démonstration aussi de l'impact social des actions menées, d'avoir effectivement des éléments concrets qui montrent que oui, ce que l'on fait bah, a de l'impact et on peut vous le prouver. Et puis aussi, je ne l'ai pas rajouté, mais ce que vous mentionniez tout à l'heure, cela aide aussi dans le pilotage des projets notamment et ça permet d'affiner le projet avec plus d'impact et puis surtout être dans une posture positive et avoir ce pas de côté qui permet de ne pas se centrer uniquement sur bah, la problématique projet, les objectifs, etc. et d'avoir vraiment prendre de la hauteur en fait, voilà, par rapport aux actions qui sont menées. Alors c'est évidemment tout à fait restreint par rapport à la richesse des échanges que nous avons eus. Alors du coup, rapidement, avant de nous séparer, du coup, la dernière échéance de notre communauté de pratique, je le rappelle, est le 22 mai 2025. Donc toujours de 12h30, de 10h30 pardon, à 12h30 et toujours en ligne pour évoquer du coup la complémentarité entre les AOC et les autres démarches d'analyse de l'action. Et comme toujours, nous vous proposerons à la fois des éléments de cadrage et des témoignages pour venir nourrir votre réflexion et vos pratiques. Donc un lien d'inscription sera bientôt disponible et nous espérons vous retrouver nombreux et nombreuses pour cette future échéance. Merci à tous, merci à toutes pour votre écoute et encore une fois à nos trois témoins pour le partage de vos pratiques et la richesse des échanges. Merci à vous. Et merci Paul pour le sondage, pour la partie technique, sans quoi ce serait catastrophique, je pense. Merci à tous et toutes et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.